à la diaspora plutôt, ils sont présents, ils jouent leur partition. Moi, je suis quand même satisfait. Satisfait. Bien. Vous avez des militants, des adeptes, des guerrieros et des fanatiques. Vous avez aussi des opposants, des détracteurs et des ennemis. N'est-ce pas trop clivant, trop conflictuel pour espérer un soulèvement populaire qui, lui, au contraire, a besoin d'être ensemble, solidaires et unis? Et bon, c'est tous ces gens quand tu appelles opposants, nous, on veut dégager un système. On n'est pas un parti politique. On est juste le peuple. Mais automatiquement, on ne voit même pas pourquoi on doit avoir des opposants. Mais si tu es opposant, c'est parce que c'est un problème de leadership. Il y a certains ils se disent que si c'est pas moi qui suis devant, ça sera personne. Parce que pourquoi avoir de l'opposition si on n'est même pas un parti politique? C'est pas qu'on veut chasser fort et prendre la place du président, alors que tu as fait un parti politique. On n'est même pas un parti politique. Nous, on est juste un peuple. On veut juste œuvrer ensemble pour chasser fort l'arrivée. Donc, même la question doit être posée d'avoir des opposants. Oui, on peut avoir des petits, peut-être, on peut ne pas être d'accord sur certaines manières de faire. Peut-être lui peut dire, OK, bon, moi je pense que, bon, si on fait la marche comme ça, si on fait la marche de cette façon, si on la regarde plutôt comme ça, oui, on peut avoir ces différentes positions d'idées. Mais dire que tu es opposant à M66, mais ça montre que toi-même, tu sais pas ce que tu fais. Parce que on n'est pas opposant à quelqu'un. On ne vient pas ici dire que ce mouvement n'est pas bon, ou bien lui, il fait plus ceci, il ne faut pas le suivre, il ne faut pas faire ça. Non. On dit toujours qu'on est ouvert à tout le monde qui veut aller dans le même sens que cette lutte. Donc, en termes de position, oui, ça ralentit la lutte, mais on ne peut rien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on n'a pas le contrôle sur ces gens-là qui nous combattent. On ne peut rien faire. Donc, c'est triste, mais c'est une réalité qu'il faut faire avec. On n'a pas le choix. Oui, oui, bien sûr, Je vais ajouter allez-y. quelque chose. C'est le lieu de rappeler au fait à toutes ces personnes-là qui prennent au fait le M66 comme un mouvement qui vient leur faire ombre. Le M66 n'a pas envie de se positionner comme quelqu'un qui a envie de faire ombre au fait à quelqu'un. Parce qu'étant donné que l'intérêt commun de tout un chacun d'entre nous, c'est de libérer au fait le Togo. Donc s'il y en a qui se disent qu'ils sont l'opposant de M66, ben écoute, ils ne sont opposants qu'à eux-mêmes. Parce que pour nous, on n'a même pas véritablement le temps. Nous avons en face de nous un régime soixantenaire. On n'a véritablement pas le temps de nous concentrer sur celui-là qui se prend pour opposant de M66. Le M66 n'est pas une partie politique. Et maintenant, je vais un peu revenir en arrière par rapport à la diaspora togolaise. Je pense qu'il est grand temps que la diaspora togolaise se serre beaucoup plus les coudes et les rangs. Et qu'on prenne véritablement conscience de ce combat que nous avons commencé tous. Et que la diaspora togolaise doit comprendre aujourd'hui que s'il y a un endroit où le régime a envie de véritablement démobiliser aujourd'hui, c'est la diaspora. Parce que le régime sait que sur le territoire, ils ont l'armée, ils ont des miliciens, ils font tout ce qu'ils veulent au fait déjà dans le pays. Donc, s'il faut démobiliser quelque part aujourd'hui, il faudrait démobiliser la diaspora européenne, américaine et un peu partout. Pour qu'il y ait Effectivement, plus de vous avez conscience qu'aujourd'hui, Ouais. Fort Yacine a plus peur de la diaspora que des Togolais sur le territoire national. Donc c'est pour ça que je dis la diaspora doit prendre conscience de la force qu'elle représente, de beaucoup plus se mobiliser, de prendre conscience véritablement et de taper véritablement sur la table. C'est le moment où jamais, parce que mine de rien, aujourd'hui c'est une nouvelle génération que nous sommes qui revendiquons les mêmes choses que nos grands-parents ont réclamé. Si nous n'arrivons pas, quel Togo allons-nous laisser au fait à nos enfants? Si nous n'arrivons pas, nous avons en face de nous un régime soixantenaire. Si nous n'arrivons pas, si et seulement si nous n'aboutissons pas, quel est le Togo qui sera réservé au fait à nos enfants, à nos petits-enfants? Donc juste pour ça, il est grand temps que la diaspora dans toute son entièreté, personne n'est épargné. Aujourd'hui, peu importe avec combien est-ce que tu rentres à Lomé, une moto te cogne, tu es mort. Aujourd'hui, peu importe combien est-ce que tu as sur ton compte en fait en Europe, tu rentres à Lomé pour une raison de ventoline, tu peux mourir. Donc nous sommes tous condamnés. Que tu sois d'une partie X ou d'une autre partie Y. Nous avons des dirigeants incompétents qui pendant plus de 60 ans ont dirigé le pays.
et qui n'ont même pas été capables, en 20 ans, en 21 ans aujourd'hui, Ford n'a pas été capable de nous fournir ne serait-ce qu'un hôpital. Donc si la diaspora se dit que non, moi je suis à Paris, moi je suis en Belgique, je suis à Bruxelles, et que moi je ne suis pas trop intéressé, mais nous sommes tous condamnés. Parce qu'un jour ou l'autre, nous allons rentrer au Togo. Et surtout, ceux-là qui se taisent, je veux juste leur rappeler que chaque fois qu'ils rentrent dans un avion pour aller à Lomé, qu'ils se disent que c'est pas possible qu'ils ne puissent pas retourner vers leur pays d'origine. Parce que juste après la sortie de l'aéroport, ils peuvent avoir un accident et ce serait leur dernière fois. Merci. Vous voulez ajouter quelque chose, Kodjovi? Non, c'est bon. Cette question. Excellent. Alors, Père Dieu, je vous dirige cette question parce que je ne peux pas quand même ne pas la poser, hein, eu égard à l'actualité. Vous m'excuserez par avance. Vous avez été sévèrement attaqué par le chef canton de Penzidé mercredi dernier, qui vous a accusé notamment d'être un diviseur. Il dit que vous n'êtes pas un combattant, d'être la mauvaise fenêtre du M66. Ça vous a ébranlé. Vous avez choisi de ne pas répondre, je crois, même si vous avez répondu quelques jours après. Il dit quand même qu'il soutient le M66. Est-il un membre du M66, le chef canton? Ouais, excusez-moi, je crois que je fais partie de ces éléments de M66 qui passent de panel à panel pour rappeler au fait aux gens combien de fois l'unicité d'action, la convergence de nos forces peut véritablement nous amener au fait à un résultat. Donc si aujourd'hui il y a des désagréments en fait dans mon camp, je crois que être celui-là qui est dehors à demander au fait aux gens d'avoir la hauteur d'esprit, la hauteur de l'âme, de surpasser au fait nos petits différends et d'aller vers l'objectif. Je crois que le devoir met aujourd'hui à moi d'avoir de la hauteur de l'âme pour pouvoir surpasser ça et aller vers l'objectif. Parce qu'à la fin de la journée, chef canton de Pezende n'est pas mon ennemi. Chef canton de Pezende n'est pas celui-là qui pille au fait le pays. Donc si je m'acharne sur chef canton de Pezende et tout ce qui tourne, en ce moment-là, je vais laisser le temps en fait à Fort Nyansimbe et à tout son clan, à tous ces voleurs-là, à tous ces pilleurs-là, de dormir au fait en paix. Mon problème, c'est Fort Nyansimbe et son régime et pas chef canton de Pezende. Donc je vais véritablement me concentrer sur Fort et tous ces trucs-là et tous ces complices. On va pas être là en fait à dire aujourd'hui que, supposons, je vais faire un exemple. Nous avons souvent tendance en fait à dire que nos aînés ont échoué. Pratiquement chacun d'entre nous aujourd'hui, nous avons insulté, moi y compris, hein. Il y a eu des moments où j'ai insulté les partis politiques, que ce soit ANC, que ce soit pratiquement tous les mouvements. La dernière fois dans le live avec Monsieur Kofi Nyanyam, quand il était en train de parler de Gilles Christ Olympio, j'ai été celui-là qui lui a dit que nous en tant que jeunes aujourd'hui, nous sommes déçus de lui. Parce que il y a un moment, je me dis, à moi, mon niveau, qu'ils n'ont pas su déposer en fait leur ego. Tu vois? Donc aujourd'hui, si nous on dit déjà que les autres n'ont pas déposé leur ego, il est l'heure pour nous de déposer notre ego et puis d'aller droit en fait vers les objectifs. Merci pour cette réponse. Vous êtes ces derniers temps justement dans une posture de rassembleur. Il semblerait que les Togolais ne soient pas prêts pour cela. La révolution est-elle possible en pareil cas? Mais le travail qu'on est en train de faire, le travail n'est pas fini. C'est pas que les Togolais ne sont pas, vous dites les Togolais, c'est le peuple nous prêt, le peuple lui veut le changement. Mais maintenant, c'est la manière d'aboutir à ce changement-là qu'on cherche. Et avec la peur, avec la dictature qui est au Togo, c'est sûr que le peuple a quand même envie d'être libéré, mais s'il appuie à la peur, on ne peut pas dire que les gens ne veulent pas se rassembler, non. Non, mais maintenant, ceux qui ne veulent pas se rassembler, c'est plutôt, je peux dire, les partis politiques, les acteurs qui sont en avant de la lutte, qui ont des égos, ont des petits problèmes internes, qui fait que la tête n'est pas rassemblée, sinon le peuple est prêt. Le peuple est prêt à tout moment d'être rassemblé. Donc le peuple n'a pas de problème. C'est les gens qui représentent le peuple un peu partout, pas à travers les partis politiques, les mouvements, tout ça là. C'est là où il y a vraiment une divergence. Donc, le problème est qu'il faut qu'on arrange, qu'on réussisse à fédérer tous ces gens-là à devenir un. Parce que toute cette entité-là, chaque entité draine une partie du peuple, tu vois. Donc,
M66 a une partie du peuple, ANC a une partie, peu importe, la société civile a une partie, c'est peu importe. Donc, si il y a des problèmes entre nous, les gens qui drainons ce peuple, c'est sûr que si M66 a un problème, tous les partisans de M66 ne vont pas adhérer à l'idée des autres, parce qu'ils vont dire que la tête n'adhère pas. Donc, c'est ça qui fait que on a des petits problèmes. Mais une fois que la tête va se rassembler, automatiquement, le peuple va suivre, parce que nous tous on parlait dans la même direction. Donc, dire que le peuple ne se rassemble pas, je dis non, le peuple est prêt à tout moment, c'est plutôt nous, les instances qui sont en haut, qui sont devant la lutte, qui ont du mal à nous rassembler. Je pense que c'est plus ça. Merci. Fotavio, tu avais une question pour nos invités. Monsieur Togoli, je voulais savoir, paraît-il que le M66 a été coupé sur TikTok au Togo et que les Togolais n'arrivent pas à vous suivre. Est-ce réel? Si c'est réel, Bon, ça, que oui, vous bon, pouvez faire pour remédier? bon, ça, c'était quand on faisait plus, c'était en 2025, quand on faisait plus là, il y avait les 40 000, tout ça, personne. À un moment donné, le régime, ils ont l'argent, ils se sont arrangés, ils ont pris des informaticiens, donc, ils ont eu à faire des choses pour que tout ce qui est le live de M66 ne se font pas revoir au Togo. Mais ça, c'était par rapport, c'était des trucs programmés sur nos comptes. Mais quand on l'a su, on a changé de compte. Vous allez voir que maintenant, quand on fait des lives, on change régulièrement de compte. Ce n'est plus les mêmes comptes qu'on prend le plus souvent. Donc, à chaque fois qu'on change de compte, ce truc ne n'est plus appliqué. Donc, c'est un jeu du chat et la souris. Il faut savoir qu'ils nous combattent beaucoup. Côté communication, ils nous combattent tous les jours que Dieu fait, nos comptes sont sautés. Moi, j'ai plus de 5 comptes, 6 comptes, et tous les 5 comptes sur 6, je peux même pas rentrer dans le live, ils sont chaque fois signalés. Là, même ma page Facebook, à presque 100 000 abonnés, ils ont signalé mon compte Facebook. À ce moment, ils ont même supprimé mon compte Facebook a été désactivé, j'arrive même pas à avoir accès à mon compte, à ma page Facebook depuis des semaines. Donc, vous voyez que ils nous combattent beaucoup parce qu'ils ont les moyens, ils nous combattent beaucoup sur la toile pour pouvoir casser notre communication. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, notre force, c'est la communication. C'est la communication. Donc, ils font tout pour casser ça. Donc, pour ce problème que nos lives ne se font pas voir au Togo, c'était avant. Mais à chaque fois qu'on change de compte, je pense que maintenant, c'est réglé. Nous, on a compris le système, donc on change de compte et puis ça marche bien. Du coup, vous gardez quand même le contact avec le peuple autochtone. Oui, il faut... Je voulais ajouter une question. Bien sûr. Vous savez très bien que le régime a des tentacules à l'extérieur qui sont en connivence avec lui, raison pour laquelle ce régime a prospéré depuis la nuit des temps. Que comptez-vous faire pour que au moins cet aspect-là soit dégagé, pour que ceux qui fréquentent régulièrement ce régime soient de moins en moins fréquentables? Parce que si ce régime n'avait pas cette complicité-là, je ne crois pas que ce régime pourra perdurer jusqu'à l'heure où nous sommes. Oui, bon, ce problème, on le gère déjà. Mais comment on essaie de faire, c'est que malheureusement, on ne peut pas savoir tous les gens qui sont proches du régime. Donc, ce qui fait que F66, ce problème reste vraiment fermé côté des décisions vraiment plus importantes sont vraiment contrôlées et vraiment fermées. On ne fait pas des réunions avec des gens pour parler des stratégies qui sont vraiment vitales à la lutte. Donc, on essaie vraiment de restreindre nos communications quand il s'agit de ces choses-là pour justement éviter ce genre de choses. Parce que malheureusement, on ne peut pas savoir, on ne peut pas connaître tous ces gens-là qui sont proches du régime et qui font semblant, on ne peut pas savoir. Donc, pour pallier à ça, on restreint vraiment nos communications. Les décisions très importantes sont vraiment faites à huis clos, très, très, très fermé, dans un cercle très, très, très fermé. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à faire, si on veut discuter d'une manifestation en Italie, on veut faire sortir les Togolais. Bon, il n'y a pas de problème. Mais si on veut commencer par choisir des dates au Togo, comme des événements au Togo, c'est sûr que ça, c'est vraiment restreint. On ne le partage avec personne. Tout le monde, depuis le jour où on l'annonce. Donc, c'est pas des petites choses qu'on essaie de contrer ces genres de choses. Donc, c'est un peu ça.
Excellent. Une dernière question avant de faire une petite pause musicale. Comme d'habitude, nos invités ont droit à un morceau. On m'a dit de mettre un morceau engagé, donc j'ai choisi un morceau engagé en votre honneur ce soir. Vous pensez avoir commis des erreurs depuis le mois de juillet? Si oui, lesquelles, par exemple? Bon, moi, je peux dire que, je peux pas dire qu'on n'a pas commis d'erreur parce que, à la base, nous, on n'était pas des politiciens, hein. Tout ça, on était dans notre vie, on était des personnes lambda. Donc, on s'est jeté dans cette lutte. On n'était pas des politiciens. Donc, c'est sûr que ça se peut qu'on ait commis des erreurs, oui. Peut-être en communication ou bien en stratégie sur le terrain. Je peux pas te dire qu'on a fait telle erreur, mais on est conscient qu'on n'a pas été parfait. Ça, c'est complètement faux. On n'a pas été parfait. Mais on a fait ce qu'on pouvait parce qu'on n'a pas d'expérience. Et puis, si tu vois nos langages, au début, si tu vois nos langages, par rapport à aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Là, on raisonne vraiment plus comme Vous avez progressé, selon vous, dans Oui. le verbe, la façon de s'adresser? Bien sûr, on a beaucoup évolué. Et puis même la façon d'être plus ouvert, de comprendre que c'est pas seulement un 66 seul qui peut arriver, la façon de vouloir rassembler. Parce qu'on s'est rendu compte que, mais avec le temps, ce truc, c'est pas une question de 4 personnes ou de 6-10 personnes. C'est une question de tout un peuple. Et le M66 seul ne peut pas faire l'unanimité. Il faut qu'on travaille avec beaucoup de monde. Il faut qu'on se rapproche des gens qui ont déjà fait cette lutte, qui ont plus d'expérience. Il faut qu'on diversifie nos sources. Donc, avec le temps, on a compris ça et on a commencé par corriger ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est plus posé, on sait là où on va, on est plus structuré. Donc, au début, on n'était pas trop structuré, on s'est jeté dans un truc qu'on ne savait pas. Et puis, c'est vrai que on a eu les résultats comme on pouvait, comme on appelle en temps le Togo à l'extérieur. Mais, soyons d'accord que c'est pas un parcours, vers sur vers, ça c'est tout. C'est sûr qu'on a eu des lacunes. Ça, Oui, Monsieur Kodjovi, en fait, il y a eu des démarches qui ont été menées dans le passé vers le département d'État, vers la Maison Blanche, pour faire connaître le plat du Togo. Et finalement, beaucoup de ces choses-là n'ont pas eu un résultat satisfaisant. Et de peur que dernièrement, avec ce qui s'est passé avec le Venezuela, beaucoup disent que non, il faudrait appeler Trump, taguer Trump à venir au secours du Togo, pour si tenter qu'ils peuvent même mettre en balance les richesses du Togo. L'essentiel est que force soit sautée là-bas. Je voulais poser cette question. Est-ce que vous êtes dans cette même configuration de peur de fait même d'hypothéquer les richesses du Togo pour qu'on puisse extirper fort du jeu politique quand on sait que cette communauté internationale la mange dans l'assiette Togo depuis longtemps et qu'ils savaient ce qu'ils faisaient? Non, vous savez, ça, là, faut que personne, les Togolais, j'en pense, la politique, c'est pas un jeu, c'est pas aussi facile que les gens pensent. Vous savez, ça, on peut pas penser comme si on va aller voir et Macron, puis on va aller voir, c'est pas, Donald Trump, puis il va venir nous sauver au Togo, c'est archi faux. Vous savez, c'est archi faux. La politique marche par intérêt. Si les intérêts des États-Unis sont respectés au Togo, ils s'en foutent complètement ce qui se passe. Il faut savoir que ces blancs-là, tous ces occidentaux, c'est quand le truc est vraiment gâté. Genre, la révolution est en marche, les gens meurent, c'est vraiment à la fin qu'ils viennent pour faire semblant de dire que c'est trop, tout ça. Mais avant ça, nous n'attendons jamais qu'ils viendront nous sauver. Tant que nous-mêmes, on ne fait rien, c'est faux. Donc, dire qu'on va hypothéquer les biens, ça c'est de l'anarchie totale. Ça ne se passe pas comme ça. C'est complètement faux. Le peuple togolais, même qui doit se lever et tenter sa liberté. Tous ces occidentaux-là, ils viennent toujours à la fin pour négocier avec celui ils pensent prendre le pouvoir pour que leurs intérêts ne soient pas touchés. C'est tout ce qu'ils font. Sinon, ils s'en foutent complètement de nous. Même au Venezuela, c'est parce que les Américains ont un intérêt là-bas qui est le pétrole, alors que les Vénézuéliens vendaient le pétrole à l'Iran et à la Chine, qui sont des ennemis des États-Unis. C'est tout. Si c'est que ce président vendait tout son pétrole aux États-Unis, il est toujours là aujourd'hui. Tout ce type de drogue, tout ça là, c'est juste des alibis pour aller le chercher. Donc,
Pas que les gens pensent qu'on va aller voir un président et puis il va venir nous sauver. C'est des rêves utopiques. Ça marche pas comme ça. C'est faux. Je vais ajouter quelque chose. Je pense que dans sa question, il a dit que nous sommes partis au niveau de la Maison Blanche et autres, compte tenu de ce que nous avons fait comme lobbying, en fait. Et tu voulais savoir si le lobbying, en fait, consistait, en fait, à vendre, en fait, les ressources du Togo pour pouvoir avoir de l'aide de l'extérieur pour sauver le Togo. Mais cela, là, moi aussi j'ai entendu ça, en fait, dans beaucoup de lives où les gens ont envie de nous faire passer pour des jeunes qui ont envie de vendre les ressources du Togo à l'impérialiste pour venir nous sauver. Mais n'oubliez pas que déjà, dès le début, le M66 ont toujours dit, personne ne peut nous sauver si ce n'est que le Togolais. Donc, à quel moment, nous, en tant que M66, en tant que jeunes, avions soif de la liberté et que nous allons être ces personnes-là qui allons vendre, en fait, nos ressources à des gens juste comme ça pour pouvoir juste venir nous libérer. Si c'était aussi facile que ça, je pense que nos aînés l'auront déjà fait. Le lobbying au niveau du M66 vers les partenaires d'État et autres a toujours été d'abord d'apporter les réalités du Togo au niveau de ces institutions. C'était le plus important, enfin, puisque le président de la République a toujours cherché à avoir une belle image à l'extérieur. C'est l'une des raisons pour laquelle ils ont toujours cherché non seulement à appauvrir la population, mais à appauvrir sa diaspora et à appauvrir les partis politiques. Donc, si le M66 essaie de faire de lobbying au niveau de la Maison Blanche, au niveau de toutes ces institutions, c'est pour véritablement d'abord apporter le véritable image du Togo, la gouvernance de Faure Gnassingbé aux yeux de tout ce qu'il y a comme organisation internationale. Maintenant, quant à qui est-ce que nous avons vu, qui est-ce qu'on n'a pas vu, je ne pense pas que le lieu est ici de pouvoir le divulguer. Parce que nous avons en face de nous un régime soixantenaire qui a non seulement les moyens pour pouvoir nous persécuter, donc on ne va pas venir dire partout où le M66 a fait du lobbying. Et pour finir sur ça, nous n'avons pas l'intention de vendre les ressources du pays pour que quelqu'un ou pour un autre pays de venir nous aider. Le Togolais doit savoir aujourd'hui que pour sortir de la dictature, lui seul et rien que lui seul est maître de son destin. Merci beaucoup. Voilà qui nous emmène à la fin de cette première partie. On se quitte pour quelques minutes de musique en galerie. Pour finir, on a jusqu'à quelle heure? C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez quand est-ce que vous voulez arrêter. Vous êtes seul maître à bord pour ça. Ok, on va encore faire plus, disons, dans 15 minutes. 15 minutes? Ah, bon, moi, je préfère qu'on aille jusqu'à la fin au lieu de faire une pause. Ouais. D'accord, ok, alors on va continuer et c'est parfait. Merci beaucoup, cher frère Kodjovi Touga. On vous reproche parfois d'être trop dans la vie privée des barons et des baronnes du régime et parfois de ceux avec qui vous avez maille à partir. Pour vous, est-ce nécessaire d'aller jusque dans la culotte? Tous les coups sont-ils permis? Oui, moi je vous dis tout de suite d'entrée, tous les coups sont permis parce que tout ce qui appartient à ce régime, on sait que ce régime, on ne peut pas les traduire en justice parce qu'il n'y a pas de justice au Togo. Il n'y a rien qui peut les inquiéter au Togo. Donc, tous les coups sont permis. Tout ce qu'on peut faire pour les déstabiliser, c'est feu vert. Parce que on est dans une révolution, on n'est pas au Parlement où il faut aller par les jeunes pour décider des lois pour aller par les députés. On est dans une révolution et dans une révolution, là même nous donne le droit que si on bafoue nos droits, ou bien on a le droit, tout Togolais a le droit, par tous les moyens qu'il peut pour défendre sa nation, pour défendre sa constitution. Donc, on est notamment par l'article 150 de exactement. la Constitution. Donc, nous, on est dans ce temps d'idée. Même si on peut divulguer ton numéro pour que les Togolais t'acharnent par le défaut pour que tu puisses savoir que ça ne va pas, qu'ils ont fait, on va le faire. C'est ça. Si on sait qu'on peut boycotter tes business qui sont au Togo pour que tu puisses comprendre que les Togolais ont fait, les Togolais prennent le ras-le-bol de comment vous dirigez le pays, on va le faire. On a quitté le stade de négociation où il faut mettre les gens autour d'une table pour dire des baratères, après ça recommence, rien ne change. Non. Maintenant, on est dans une révolution, et dans une révolution, il n'y a pas de limite. Tant que c'est les gens du pouvoir, tous les coups sont permis.
Et moi, je vais ajouter, vous avez parlé de la vie privée. Mais où se trouve la vie privée du peuple? Où se trouve la vie privée du peuple quand ce gouvernement pille en fait les ressources qui sont censées construire en fait le pays? Où se trouve la vie privée du peuple? Mais à partir du moment où nous avons à la tête de notre pays des gens qui arrivent en fait à piller le peuple, à construire des maisons en Europe, aux États-Unis, et pendant ce temps, nous manquons ne serait-ce que de l'eau potable dans la capitale, mais ils sont en train de piétiner notre vie privée, donc leur vie ne vaut pas mieux que la vie du peuple togolais. Donc à partir du moment où ils vont toujours continuer de piller en fait le peuple, de s'habiller en fait en Louis Vuitton, en Gucci, pendant que nos frères, nos sœurs sont au campus et sont dans des amphis délabrés, mais ils n'ont pas de vie privée. Et en plus, retenons quelque chose. À partir du moment où vous avez choisi servir le peuple togolais, vous devez être un exemple. Et votre vie privée doit refléter cela. Mais si l'argent du contribuable doit servir à vous polir, votre vie en tant que gouvernant, vous n'aurez pas de vie privée. Parce que le peuple n'en a pas. Merci. Merci bien. Alors, il se passe beaucoup de choses au Togo, on le sait tous. Il se passe aussi beaucoup de choses aux alentours du Togo, comme au Bénin, au Burkina, au Niger, au Mali. Cela vous touche en tant qu'Africain? Ben, bien sûr, hein, tout Africain avant tout veut l'évolution de l'Afrique et d'abord l'évolution de ton pays. Donc ça, c'est clair que ça nous touche, oui, mais nous, on ne regarde pas tout ça parce que nous, d'abord, avant de regarder la sous-région, il faut que nous-mêmes, chez nous, on a des bonnes structures. Il faut que nous, on pense d'abord à nous, comme tous les pays. Tout le monde pense à l'Afrique, mais la première des choses, tout le monde pense d'abord à Nafako, tout à son pays. Donc, ça nous touche, mais nous, on est focus sur notre pays. On ne s'attarde pas trop sur ce qui se passe à l'aide. Mais on suit, mais c'est nous qui sommes plus importants pour le moment. On veut libérer notre pays. Quand on va libérer le pays, maintenant, on pourra regarder plus. Maintenant, celui qui va venir, ça serait on va plus le critiquer pour faire des hôpitaux, parce qu'on se dit que, en tant qu'un président de la République, peu importe duquel bord politique tu es bleu, blanc, rouge, il y a des BA que tu dois faire. C'est construire des écoles, des hôpitaux, et puis veiller au bien-être de la population. Maintenant, c'est peut-être un peu là, maintenant, après ta politique extérieure, là, on peut regarder, on peut ne pas être d'accord. Ta politique extérieure et tout. Là, on peut comparer avec la sous-région, on peut critiquer un peu, mais au Togo, on n'a même pas la base. La base qu'il faut, on n'a même pas. Donc, on n'a même pas cette base de gauche jusqu'à, pour laisser ça, pour aller commencer par s'atteler ou bien pour aller regarder ce qui se passe même si on regarde avec un œil, mais on ne s'attarde pas sur ça. Parce que nous, on n'a même pas la base. Donc, c'est ça en fait. Donc, pour ajouter à ce que le président vient de dire, c'est que d'abord, nous n'allons pas jouer au faux panafricain comme Fort et Sazimna Nyansimbe, qui est là en fait à prendre l'argent du contribuable togolais pour pouvoir aller un peu partout en Afrique, à vouloir faire le bon panafricain quand dans son pays, au fait, il y a tout qui manque. Donc, oui, qu'est-ce qui se passe au fait à côté de nous? C'est important. Mais d'abord, ce qu'il nous faut savoir, c'est que qu'est-ce qui se passe d'abord au Togo? Parce que bien avant d'être africain, nous sommes d'abord togolais. Bien avant d'être africain. Donc oui, ce qui se passe au Bénin, ce qui se passe au Burkina nous intéresse. Mais est-ce qu'aujourd'hui nous avons en fait la force, la capacité de nous attaquer à tout ce qui se passe autour de nous? Et maintenant, il y a quelque chose que tous ceux qui sont autour de nous doivent comprendre, c'est que le Togo est l'endroit et la place où réside, où est né carrément l'impérialisme, où l'impérialisme se repose sous le régime de Faure Gnassingbé. Donc libérer le Togo revient en fait à libérer en fait la sous-région. Donc, ceux qui doivent s'intéresser véritablement, je pense que les pays d'un côté doivent s'intéresser véritablement à ce qui se passe au Togo. Parce que tant que le Togo ne sera pas libéré dans la sous-région, tous les pays qui sont autour du Togo, toute la sous-région sera toujours déstabilisée. Parce que c'est le Togo qui est maître et qui réside tout ce qu'il y a comme impérialisme. Justement, dans le même ordre d'idée, vous avez déclaré il y a quelques mois que le combat contre la France-Afrique n'était pas votre priorité. Vous le pensez encore aujourd'hui ou attendez-vous un moment propice pour attaquer le système france-africain? Excusez-moi, monsieur. La France-Afrique, oui. Il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Déjà, si nous parlons en fait du Togo, il faut d'abord savoir c'est qui Faure Gnassingbé, c'est quoi le système.
Et pour dégager Faure Gnassingbé, il faut non seulement le comprendre, mais comprendre aussi le système. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Aujourd'hui, nous avons beaucoup de France-Africains qui, au moins dans leur pays, ont ne serait-ce que le minimum vital. Donc, être France-Africain n'a jamais empêché Faure Gnassingbé de construire le pays. C'est plutôt parce que d'abord, lui-même, c'est un fainéant. Maintenant, si nous voulons dégager la France-Afrique, au fait, du Togo, il nous faut d'abord dégager, au fait, le système que représente Faure Gnassingbé, qui est carrément la France-Afrique elle-même. Maintenant, si on nous demande tout à l'heure de nous battre, au fait, contre la France-Afrique, nous allons aujourd'hui quitter, au fait, le Togo et aller à Paris, commencer par casser les choses, au fait, à Paris. Non. Il nous faut, en tant que peuple togolais, nous battre dans notre pays, mettre, au fait, à la tête du pays, celui-là qui représente le mieux nos intérêts. Et les intérêts du Togolais. C'est à partir de ce moment-là que nous allons pouvoir nous battre contre la France-Afrique. Mais si nous restons là, en fait, à dire, ouais, c'est la France-Afrique, c'est la France-Afrique, nous laissons Faure Gnassingbé parce que Faure Gnassingbé est l'incarnation et la représentation de la France-Afrique en elle-même. Donc nous n'allons pas mettre toute notre énergie à nous battre contre le vent. S'il faut nous battre, battons-nous contre Faure Gnassingbé, contre son régime, et en dégageant Faure Gnassingbé et son régime, nous allons dégager la France-Afrique. Merci. Moi, je vais rajouter quelque chose aussi. Vous savez, la France-Afrique, nous, on est, comme tout Africain qui connaît son histoire, ne peut pas cautionner la France-Afrique. Disons la vérité, c'est impossible. Vous comprenez? Maintenant, la France-Afrique, là, c'est la politique extérieure d'un président qui est la France-Afrique. C'est un président qui, lui, sa politique extérieure, il s'adonne à la France et tout. Ok. Nous d'abord, nous notre objectif. C'est pas qu'on on sait pas que on est pour la France-Afrique ou pas, mais notre objectif d'abord c'est local. Le local, c'est d'abord le pays. Localement, ça ne marche pas. Dégageons d'abord Faure. Et celui qui viendra, quand il va commencer par travailler, là on va juger. On va juger de ce qu'il fait. Si nous, au Togo, on veut juste que le Togolais soit bien, que les élections soient bien. Si le président bien fait son mandat de 4 ans, s'il décide d'aller faire des contrats avec la Russie, mais nous, les Togolais, on va voir est-ce que le contrat avantage notre pays ou pas. Tant que ça avantage le Togo, il n'y a pas de problème. Il peut aller faire des contrats avec la France. Tant que ça avantage le Togo, il n'y a pas de problème. Il peut aller avec la Chine. Mais nous, c'est les Togolais d'abord. Est-ce que les contrats des phosphates sont bien faits? Est-ce que les contrats du port sont bien faits? Est-ce que les contrats des gisements d'or, tout ça là sont bien faits? C'est ça qui nous importe. C'est pas à celui qu'on vend. Ça, c'est pas ça. Donc nous, la France-Afrique, ou bien on prend le pays, on donne à la Russie comme le font le Burkina Faso, tout ça. C'est pas ça le problème. Est-ce que c'est bien géré? Est-ce que les finances de l'État vont bien? Est-ce que le PIB augmente par habitant? Est-ce que le chômage descend? C'est ça qui est important. Sinon, tout Africain ne peut jamais accepter la France-Afrique. Et peu importe, c'est pas seulement la France-Afrique. Quand vous dites la France-Afrique, il y a aussi les Russes. Si dans un contrat, la France nous prend 55%, on n'est pas d'accord, mais si on va donner ce pays aussi à la Russie, et ce même contrat, la Russie aussi prend 55%, mais ça c'est la même chose. Donc c'est le contrat, c'est comment on gère le pays par rapport à tous ces blancs-là qui veulent, piller nos ressources. C'est ça il faut voir. C'est pas la France, la Russie, la Chine, c'est pas ça le problème. C'est avoir un pays qu'on gouverne bien, les contrats sont bien faits, que la population tire le maximum de ses ressources dans notre pays. C'est ça le plus important. Merci beaucoup. Alors, il y a quelques semaines, le colonel Damiba a été remis aux autorités burkinabées. Quelle implication cela pourrait avoir dans les relations entre les deux pays, voire le Mali et le Niger? Doit-on avoir peur pour nos concitoyens dans ces pays-là? Mais c'est sûr, parce que vous savez, au Togo, ça prouve encore qu'au Togo, on n'a pas de droit. La justice est inexistante. Parce que vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui a demandé l'exil au Togo. Quand tu es un exilé politique, avant qu'on ne te rapatrie dans ton pays, il faut que tu fasses des trucs vraiment très graves. On peut estimer te renvoyer dans ton pays. Même ça, il faut vraiment des longues procédures judiciaires pour en arriver là.
Au Togo, on accuse quelqu'un d'être à la tête d'un coup d'État monté. Et en 24 heures, la justice a eu le temps, la justice togolaise a eu le temps de décortiquer ces accusations-là et jusqu'à de voir que ce qui sont en train de le camp adverse, les Burkinabés ont raison, jusqu'à déporter, renvoyer ce gars-là dans son pays. Donc finalement, ce n'est plus de la justice au Togo, c'était juste comme du donnant-donnant. Ok, vous voulez celui-là, on vous le donne. Si demain, nous aussi, on a un gars qui nous dérange, qui vient se cacher chez vous, on va vouloir nous l'envoyer. Ça, c'est clair. C'est juste, ça a été juste, je pense que c'est plus comme un traité, hein. Un traité, ok, je vous donne celui qui vous dérange. Demain, si j'ai aussi quelqu'un qui me dérange, vous me l'envoyez. Ça n'a rien à voir de juridique, ce n'est pas un truc juridique, ça n'a rien à voir de légal. Donc, je pense que nos confrères qui sont des combattants, qui sont dans ces pays-là, il faut commencer par vraiment penser à quitter ces pays, parce que ces pays, dans les mois venus, ne seront pas vraiment sûrs pour vous. Ça, c'est sûr. Moi, je pense même que Faure Gnassingbé a donné Damiba, pas forcément pas pour la justice, mais pour protéger lui-même son fauteuil. Parce que, une chose est sûre, si Faure Gnassingbé est au courant de tout ce qui se passe au Togo, et que nous savons que Damiba vivait à moins de 5 minutes à pied de la résidence de Faure Gnassingbé, mais avec tout ce que le Togo a comme service secret, et tout en sachant que le Togo a la base du renseignement de la France, au fait. Mais si Damiba est celui-là qui organise les coups d'État, en fait, au Burkina Faso, mais il est sponsorisé par qui? Posons-nous les vraies questions. Qui dirige Damiba? D'où passe l'argent avec lequel Damiba a envie de déstabiliser le Burkina Faso? Donc, remettre Damiba, en fait, au Burkina... Pour vous, Faure est impliqué. Pour moi, Faure Gnassingbé est impliqué dans tout ce qui se passe, parce qu'il ne peut pas se dire, ne pas être au courant de ça. Donc, remettre aujourd'hui Damiba, c'est parce qu'il est conscient que lui-même, son fauteuil est en danger. C'est pour ça qu'il se promène un peu partout pour faire sa petite politique là où il est celui-là qui doit faire la paix, en fait, partout, sauf dans son propre pays. Donc, Faure Gnassingbé lui-même, c'est juste pour protéger son siège. Pas véritablement parce qu'il est un homme juste ou quoi que ce soit. Et puis encore, comme Kodjovi Dogen vient de le dire, il le fait dans le sens parce qu'il sait que si jamais il doit avoir une insurrection dans son pays qui doit venir au fait du Burkina Faso, il a juste envie de protéger son siège. C'est ce qu'il est en train de faire. Il joue au fait un double jeu. C'est tout. Excellent. Alors, 2 dernières questions et on va vous laisser vaquer à vos occupations. Vous êtes tous nés au pays, je crois. Vous avez souffert comme tous les Togolais. Donc, vous savez ce que c'est. Vous comprenez vos frères et sœurs et même des parents qui cherchent à quitter le pays plutôt que de faire la révolution. Mais oui, hein, honnêtement, moi, je peux pas blâmer ces gens-là qui veulent quitter le pays parce que dire que faire la révolution aussi, c'est un peu être dans l'incertitude. Oui, on sait qu'on fait un truc, le but est d'enlever Faure Gnassingbé. Mais quelqu'un qui veut quitter le pays pour que sa vie change, pour que ses enfants ont de quoi manger, on ne peut pas tirer sur lui. Vous savez, parce que la révolution ne sera pas faite par 8 millions d'habitants. Le jour où le Togo va se libérer, ce n'est pas 8 millions d'habitants qui seront dehors. Ça peut être 1 million, ça peut être 100 000, ça peut être 200 000. Donc, si certains veulent quitter le pays pour que leur famille soit plus aisée, puisque leur puissent soigner leur famille, leurs enfants ont un avenir meilleur, moi, je ne vois pas ça. Je ne vois pas ça d'un mauvais œil. Puisque c'est pas tous les 8 millions de Togolais qui seront dans les rues pour chasser Faure Gnassingbé. Donc, même si certains sont en train de partir, on aura toujours le nombre suffisant pour renverser Faure. Ça va jamais manquer. Donc, par ce problème, moi, je n'incrimine personne sur ce point. Merci beaucoup. Top Baby, vous êtes là. Ça sera pour vous cette dernière question. J'ai suivi un de vos lives il y a quelques jours. Vous avez dit aimer trop faire les guédés. Il y a quelques jours. Ça vous manque de reprendre vos lives comme avant? Même si vous en faites de temps en temps.
Vous étiez content d'avoir démasqué un de vos compatriotes, hein, le pasteur Cephas, notamment la semaine dernière. J'ai vu que vous lui avez mené la vie très dure, hein, dans une affaire d'escroquerie. Vous aimez dévoiler, confondre les arnaqueurs, les bandits. Il dit regretter de vous avoir suivi notamment. Je sais qu'il est venu une fois ou deux dans vos lives pour prier pour vous. Vous regrettez de l'avoir invité eu égard à ce qu'on sait de sa vie? Non, pas du tout. On ne regrette pas de l'avoir invité. Moi, j'ai juste horreur de l'injustice. Voilà, j'ai eu son dossier. J'ai eu des preuves. C'est pas parce que qu'il est venu une fois dans notre live. C'est pas pour ces raisons-là qu'on doit le couvrir si jamais il commet des erreurs. Donc voilà, sinon je ne regrette pas, je ne regrette rien. D'ailleurs, il y a encore plein de dossiers que je dois encore décortiquer sur lui. Ah, ok, donc l'affaire n'est pas finie. Non. Excellent. Ok, ça sera la dernière réponse pour ce soir. Et je vais vous laisser aller en vous remerciant d'avoir accepté de jouer le jeu et d'être venu face aux Togolais. Et s'il y a des questions qui vous ont titillé, veuillez nous en excuser par avance. On n'était pas là pour vous mettre dans vos derniers retranchements. On s'insulte tous les jours, mais rien ne change. Bref, ce sont les mêmes constats dressés, hérissés tous les jours, mais rien ne change. Le Togolais ne change pas en vérité et continue, vaille que vaille, à avancer, espérant que le peuple, lui, trouvera la force, la capacité, le courage d'enfin sortir pour mettre en déroute, en faillite, cette dictature qui est, en conclusion, la raison d'autant de querelles, d'altercations, de conflits entre les Togolais que nous sommes. Michel Novak a dit, commencer une compétition et ne pas vouloir la gagner, c'est être un mauvais compétiteur. Malhonnête, ne soyons pas des révolutionnaires malhonnêtes au risque de rester dans cette